Bonjour et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série du mois de février, donc la deuxième série du mois de février 2022, de Code de la route, avec 40 questions. Je n'oublie pas de prendre un crayon, un papier et de noter toutes tes erreurs. Et n'hésite pas non plus à la refaire si besoin pour bien progresser. Allez, c'est parti pour la question numéro 1. Les médicaments en vente libre sont toujours sans danger pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médicament en vente libre? Les médicaments en vente libre, ce sont les médicaments qui sont délivrés sans ordonnance, d'accord? Et même dans les médicaments sans ordonnance, il peut y avoir des effets sur l'organisme. Par exemple, les médicaments qui sont donnés pour le rhume auront tendance à vous endormir un petit peu. Donc, il faut toujours se référer au pictogramme que vous avez sur les médicaments. Vous avez différents niveaux de pictogrammes et plus vous avancez vers cela, moins il sera conseillé de conduire. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question numéro 2. Le permis suffit pour tracter une remorque jusqu'à 750 kg. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous savez, une remorque doit posséder sa propre carte grise à partir d'un PTAC. Donc, le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. Donc, si son PTAC est supérieur à 500 kg, elle doit avoir sa propre immatriculation, donc sa propre carte grise. D'accord? Autre terme, c'est certificat d'immatriculation. Donc, avoir sa propre aussi plaque d'immatriculation. D'accord? Mais en effet, avec le permis B, on peut conduire une remorque jusqu'à 750 kg, c'est possible. Donc oui, réponse A. Question 3. La chaussée sera obligatoirement rétrécie des deux côtés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ce panneau, c'est à connaître par cœur, hein, vous ne devez pas faire d'erreur dessus. Donc là, il est annoncé à 50 mètres puisqu'on est en agglomération. Donc 50 mètres avant, on nous dit que dans 50 mètres à peu près, il y aura un rétrécissement de chaussée, d'accord? Et quand il y a les deux comme ça dessus, ça peut être soit des deux côtés, comme c'est dessiné, soit uniquement du côté droit, soit uniquement du côté gauche, d'accord? Donc il y a les trois possibilités. Donc là, on nous demande, la chaussée sera obligatoirement rétrécie des deux côtés. Est-ce que ça sera obligatoirement des deux côtés? Non, parce qu'on a vu que ça pouvait être aussi bien à droite aussi, ou alors aussi bien uniquement à gauche. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question numéro 4. Le gyrophare orange signale un véhicule prioritaire. Réponse A. Un véhicule lent. Réponse B. Un transport de matières dangereuses. Réponse C. Alors les gyrophares orange, comme vous voyez ici hein, sur la photo, ils sont jaunes ou orange d'ailleurs, hein, ils sont réservés aux véhicules lents ou encombrants. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être les transports qui sont destinés à l'enlèvement des ordures ménagères, à l'entretien de la voirie, mais aussi les véhicules agricoles. D'ailleurs, les véhicules agricoles sont généralement limités à 25 km/h, preuve que ce sont des véhicules lents. Donc c'est réponse B. Question numéro 5. Une bonne vue permet de circuler la nuit sans être gêné. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nuit, on voit moins bien. Mais on voit moins bien de loin. Ça s'appelle la myopie nocturne, d'accord? Alors là, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Certains en souffrent plus que d'autres, mais ça pose quand même problème à quasiment toutes les personnes, d'accord? Mais certains encore plus. Donc on voit moins bien et surtout de loin, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, c'était, est-ce qu'une bonne vue permet de circuler la nuit sans être gêné? Non, on est forcément un peu gêné, donc c'est réponse B. Question 6. Cette conductrice a une bonne position de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour être bien installé au poste de conduite, il ne faut pas avoir les jambes trop tendues, ni trop pliées, d'accord? Ni les bras tendus, ni trop pliés non plus. Donc, ils doivent être légèrement fléchis comme ça. Là, c'est pas du tout le cas. Les bras sont vraiment tendus. Vous avez vu d'ailleurs, la paume de main ne touche même pas le volant, n'arrive même pas à accrocher le volant correctement. Donc là, le dossier est vraiment trop incliné vers l'arrière. Il faudrait redresser le dossier pour pouvoir quand même avoir une position correcte au niveau des bras et de pouvoir tenir correctement le volant. Donc là, c'était réponse B. Question numéro 7. Avec un véhicule équipé d'ABS, les distances d'arrêt sur sol sec sont fortement réduites. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ABS? L'ABS, ça permet d'éviter de bloquer les roues. Imaginez, vous avez un freinage d'urgence à faire, vous êtes en panique et vous freinez trop fort. Et là, vous bloquez les roues. Et si les roues sont bloquées, là, votre voiture, elle va déraper. Du coup, votre distance de freinage va vraiment se rallonger, d'accord? Par contre, si vous êtes capable d'avoir un super bon freinage, ça sera aussi efficace que quand vous utilisez l'ABS. Donc l'ABS empêche de rallonger les distances de freinage, mais ça ne les raccourcit pas, d'accord? Ça évite d'empirer la situation uniquement. Donc là, c'était est-ce que les distances d'arrêt sur sol sec sont fortement réduites grâce à l'ABS? C'était non, réponse B. Question 8. Cette jauge permet de contrôler le niveau du lave-glace, réponse A, du liquide de refroidissement, réponse B, d'huile moteur, réponse C. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une petite tirette avec une grande tige métallique à l'intérieur du tuyau, d'accord, qui va aller prendre le niveau de l'huile moteur. En fait, ça fait comme ça. Vous avez donc l'anneau là que vous allez tirer ici, hein. Vous avez l'anneau avec la tige métallique et vous avez deux petits crans qui sont comme ça. Voilà. Ensuite, ici, là, ça c'est le niveau maximum et ça c'est le niveau minimum. Donc l'idéal, c'est que vous ayez votre niveau d'huile qui soit dans cette zone-là, obligatoirement. L'idéal, c'est d'être proche du maximum. Comme ça vous laisse le temps de voir si vous avez une perte d'huile, par exemple, ou si vous n'en avez pas assez. Parce que si vous êtes en dessous du minimum, vous allez endommager votre moteur. Donc là, c'est la petite tirette que vous avez. Alors, il faut l'utiliser. Le moteur, il ne doit pas tourner pendant ce temps-là. Et il faut que le moteur soit froid, de manière à ce que l'huile retombe dans le bas du moteur, pour pouvoir faire un vrai niveau. Donc si vous venez d'utiliser votre voiture, attendez un peu avant de pouvoir utiliser votre jauge pour pouvoir faire un bon niveau, un vrai niveau. D'accord? Et ensuite, il y aura un autre bouchon un peu plus loin pour pouvoir remplir votre niveau d'huile s'il n'y en a pas assez. Donc cette jauge permet de contrôler le niveau de l'huile moteur. Réponse C. Question 9. Le véhicule gris crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C.
Non, réponse D. Donc il fait nuit, l'éclairage n'est pas très efficace, mais on s'aperçoit sur la droite qu'il y a une voiture, donc qui est grise, hein, donc on en parle de celle-ci. Une voiture qui a ses feux stop, donc les 3 feux stop rouges d'allumés, et puis il y a les feux blancs. Alors les feux blancs à l'arrière d'un véhicule, ce sont les feux de recul. Ce qui veut dire que soit il est en train de reculer, soit il va reculer. Il a enclenché la marche arrière au niveau de son levier de vitesse, mais il va reculer d'un instant à l'autre. Donc là, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il attend qu'on passe pour pouvoir reculer, ou est-ce qu'il va reculer là, dans le centième de seconde qui vient? On n'en sait rien, donc c'est une véritable zone d'incertitude. Parce que l'incertitude, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer avec certitude, c'est-à-dire avec on n'est pas sûr à 100% en fait. Donc là, c'est une zone d'incertitude, oui, réponse A. Est-ce que je fais un appel lumineux? Dans le doute, là, il vaut mieux prévenir de notre arrivée. La nuit, en plus, c'est super efficace. N'hésitez pas à faire un appel lumineux. Alors, comment ça fonctionne l'appel lumineux? Si vous êtes en feu de croisement, ce qui sera certainement le cas parce qu'il y a les lampadaires, donc si vous êtes en feu de croisement, vous allez tirer brièvement sur votre commande pour enclencher les feux de route. Et dès que vous allez relâcher, hop, les feux de route vont s'éteindre. D'accord? La petite commande qui est à gauche de votre volant. Donc vous tirez dessus quelques fois, vous tirez dessus, vous lâchez, vous tirez dessus, vous lâchez, vous tirez dessus, vous lâchez. Très brièvement, très rapidement. Et ça fera des appels de feux de route. D'accord? Donc là, c'est l'idéal de les faire, en effet. Donc, ça crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Question numéro 10. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce qu'on a un panneau qui nous interdit de dépasser ici? Non, on n'a pas d'interdiction. Est-ce qu'on a un marquage au sol qui nous interdit de dépasser? Non plus. Je vous rappelle, quand on a les flèches dans ce sens-là, d'accord, c'est que c'est ceux qui viennent d'en face, d'ici, qui n'ont pas le droit de dépasser. Si ça avait été pour moi, j'aurais eu cette flèche-là, dans ce sens-là. Donc j'aurais eu les pointillés resserrés, avec la flèche comme ça. Il y a 3 flèches, et puis après, au bout des 3 flèches, il y a une ligne continue. Donc, ceux d'en face n'ont pas le droit de dépasser, mais moi j'ai le droit de dépasser. Il n'y a aucun problème. Ensuite, on va regarder si en face, il y a l'espace et la visibilité. Je vois assez loin, et en effet, il y a de la visibilité quand même, il n'y a personne en face. Est-ce que derrière quelqu'un me dépasse? Ce n'est pas le cas non plus. Je n'ai personne qui peut me dépasser. Donc, en résumé, il n'y a pas de panneau d'interdiction. Le marquage au sol m'autorise. Elle n'a pas de clignotant à gauche ni à droite. Derrière, personne ne me dépasse. Devant, personne n'arrive en face. J'ai de l'espace suffisant pour pouvoir me rabattre en face de l'autre côté de la voiture. Donc, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir effectuer le dépassement. Donc oui, je dépasse. Réponse A. Question numéro 11. Je m'engage. Réponse A. Ou j'attends. Réponse B. Alors, on va analyser un petit peu ce qui se passe. Vous avez vu, moi, je circule sur une chaussée qui n'est vraiment pas large du tout. Donc, je n'ai pas de quoi m'écarter en cas de problème. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont un trottoir qui n'est pas très large non plus. Et les deux vont se croiser. D'accord? Donc, celui-ci, il risque de s'écarter parce que l'autre arrive en face. En plus, celui d'en face va rencontrer un sac poubelle au sol. Donc, il va devoir s'écarter un petit peu. Donc, ça va faire ça. Lui s'écarte. Du coup, celui-là va être obligé de s'écarter.
En plus de ça, il marche à ras de ma chaussée, hein, au bord du trottoir, donc il pourrait perdre l'équilibre, mais il risque fortement de mettre un pied sur la chaussée au moment où les deux piétons vont se croiser. Moi, je n'ai aucune possibilité de m'écarter, donc je ne peux pas faire mes 1 mètre minimum là. Il y a 1 mètre, vous savez à faire, hein, puisqu'on est en agglomération. D'accord? Donc moi, je ne peux pas faire mes 1 mètre latéral de sécurité pour pouvoir dépasser ces piétons-là en toute sécurité. Donc il est préférable de les laisser finir de se croiser. Et moi, je vais ralentir. Et une fois qu'ils auront fini de se croiser, je vais pouvoir passer en toute prudence. Hein, je me méfie des piétons malgré tout, hein, d'accord? Mais je vais pouvoir ensuite passer. Donc, dans un premier temps, j'attends qu'ils se croisent. Donc, réponse B. Question numéro 12. Étant impliqué dans un accident matériel, je continue ma route sans m'arrêter. Je commets un délit de fuite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, étant impliqué dans un accident matériel, impliqué, ça veut dire que j'ai un rapport direct avec l'accident, d'accord? Je suis soit en cause, soit j'ai subi l'accident. Est-ce que je continue ma route sans m'arrêter? Surtout pas. Parce que si vous continuez votre route, même si vous estimez qu'il n'y a pas grand-chose, vous commettez un délit de fuite. Même en cas de petit accident matériel, hein, une petite rayure sur une voiture, si vous partez, vous faites un délit de fuite, d'accord? Si c'est corporel, c'est encore plus. Et en plus de ça, ça peut être même un délit de fuite aggravé s'il y a une personne qui est blessée et que vous n'assurez pas les secours. D'accord? Donc, en cas d'accident matériel ou corporel, les deux, tout conducteur impliqué a des obligations et des devoirs auxquels il doit faire face. C'est important. Ça, c'est le code de la route qui le dit. Donc, dans ce cas-là, je dois m'arrêter. Et si je ne le fais pas, ça sera en effet un délit de fuite. Donc oui, réponse A. Question numéro 13. Cette situation est particulièrement utile aux conducteurs familiers des lieux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non familiers des lieux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, on nous demande, on parle de familier des lieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire familier? Familier, ça veut dire qu'il a l'habitude des lieux, qui connaît les lieux et qu'il y passe régulièrement. D'accord? C'est ça que ça veut dire familier. Alors, on nous demande, cette signalisation est particulièrement utile au conducteur. Alors, vous avez remarqué, là, il y a le mot particulièrement. Particulièrement, ça veut dire qu'on va nous demander qui ça concerne le plus. D'accord? Alors, est-ce que ça concerne ceux qui sont familiers des lieux ou plutôt les non familiers? Là, on nous dit carrefour modifié, régime de priorité modifié. Ça veut dire que celui qui a l'habitude, bah souvent quand on a l'habitude, on n'observe plus trop ce qui se passe autour de soi. On regarde un petit peu moins les panneaux parce qu'on connaît par cœur la route. On regarde moins les règles de priorité de passage parce qu'on sait qu'à tel endroit, d'habitude, eux ici, par exemple, ils avaient un stop, d'accord? Donc on fait moins attention à ces choses-là. À force, on ne lit plus la route de la même façon que si on ne connaît pas les lieux. Quand on ne connaît pas les lieux, on est obligé de tout anticiper, de tout observer. Donc on ne sera pas surpris, par exemple, si c'est une priorité à droite, parce qu'on est en recherche constante de ce qui va nous arriver. Un familier des lieux, lui, il va passer parce que d'habitude, ici, c'est un stop, donc il ralentit pas trop. C'est pourquoi, souvent, on est obligé de mettre plein de panneaux de signalisation pour prévenir ceux qui ont l'habitude, parce qu'ils auront tendance à passer sans faire attention à tout ça. Donc souvent, il y a le panneau qui vous dit « Attention, régime de priorité modifié », avec d'autres panneaux. Vous avez vu des panneaux de danger aussi, pour bien que vous fassiez attention. D'ailleurs, souvent, quand on voit les nouveaux ronds-points, quand il y a un nouveau rond-point qui est créé, par exemple, celui qui rentre de vacances, souvent on voit des grosses traces de frein juste devant le rond-point. Il y en a même qui traversent le rond-point. Je pense que vous avez tous déjà vu ça. Pourquoi? Parce que d'habitude, il n'y avait pas de rond-point ici.
Et même s'il y avait un panneau céder le passage en annonçant le rond-point aussi, eh bien non, ils n'ont pas vu, ils arrivent trop vite sur le rond-point et ils se tapent le rond-point, d'accord? Donc ça concerne surtout les familiers des lieux. Donc c'était réponse A et D. Question numéro 14. Pour réduire la consommation de carburant, je lâche l'accélérateur maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on voit qu'on est à 150 mètres d'un rond-point, hein. On le voit ici, hein, d'accord? 150 mètres d'un rond-point, donc on a encore le temps. On roule à 80 km/h, donc c'est pas non plus une vitesse excessive. Devant, le véhicule est même pas encore en train de freiner, hein, on voit pas encore ses feux stop d'allumer. Donc j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je vais attendre un petit peu et puis donc je continue, je maintiens mon accélérateur et je vais me mettre à freiner un peu plus loin et donc freiner un petit peu plus brusquement. Donc pendant que je maintiens l'accélérateur, je consomme du carburant. Et comme je vais freiner un peu plus tard, je vais être obligé de freiner un peu plus fort. Donc je vais utiliser plus de plaquettes de frein, d'accord? Ou alors l'autre possibilité, c'est que je lâche dès maintenant mon accélérateur. Donc je vais être en décélération et je vais utiliser l'inertie du véhicule. Alors c'est quoi l'inertie de la voiture? C'est-à-dire son élan en fait. Vous savez, c'est comme quand on est en vélo. Quand vous êtes en vélo et que vous pédalez, et puis d'un seul coup vous arrêtez de pédaler, le vélo ne va pas tomber tout de suite. Il est en train de rouler et il va continuer sur son élan pendant pas mal de mètres jusqu'à ce que vous perdiez progressivement de la vitesse. Ça sera pareil avec votre voiture. Donc vous allez lâcher l'accélérateur, mais l'inertie, la lancée de la voiture va vous permettre d'arriver progressivement jusqu'au rond-point. Elle va perdre tout doucement son allure et vous allez arriver en douceur sur le rond-point. Donc des fois, il y aura peut-être même plus trop besoin de freiner ou alors rajouter juste un petit peu de frein sur la fin pour adapter vraiment votre allure. Et l'intérêt en plus, c'est que quand vous lâchez l'accélérateur, il existe la coupure d'alimentation en poussée. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la mécanique. C'est-à-dire que là, le moteur, il va continuer de tourner grâce à l'énergie de l'élan de la voiture. Il n'y aura pas besoin de carburant pour faire tourner le moteur. Ce qui veut dire qu'on consomme 0 litre au 100 pendant ce temps-là. On ne consomme rien du tout. Donc on va gagner à la fois des plaquettes de frein et en même temps, on va gagner aussi du carburant. Donc pour réduire ma consommation de carburant, oui, je lâche l'accélérateur dès maintenant. Oui, réponse A. Question numéro 15. Il pleut très fort, je peux circuler. En feu de position, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu de route, réponse C. Donc, je vais aller assez rapidement parce que j'avais fait tout un tas de questions sur tout ce qui était feu, que ce soit la nuit ou le jour dans les mauvaises conditions météorologiques. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube et d'aller dans toutes les vidéos qui ont été déjà faites pour choisir justement cette vidéo-là. D'accord? Alors, les feux de position, en fait, on ne les utilise pas de jour, on les utilise de nuit quand on est uniquement en agglomération éclairée. Là, c'est pas le cas. Quand il y a une mauvaise météo, on doit utiliser les feux de croisement, d'accord? Les feux de route, on ne les utilise pas quand il y a une mauvaise météo non plus, on les utilise uniquement quand il y a une bonne météo, personne en face, évidemment qu'il fait nuit, hein, et puis pas de lampadaire allumé. Donc là, c'est pas le cas. Donc j'utilise mes feux de croisement. C'était réponse B. Question numéro 16. Pour ne pas être gêné lors des manœuvres, ce conducteur retire l'appui-tête. Il fait le bon choix. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'appui-tête, c'est super important de le garder.
ça vous évite le coup du lapin. Vous savez, c'est la tête qui part en arrière et qui n'est pas retenue parce que vous avez enlevé l'appui-tête. Et là, ça peut vous abîmer les cervicales, vous pouvez être paralysé suite à ça, par exemple. Donc surtout, c'est pas une bonne idée d'enlever l'appui-tête. Donc, est-ce qu'il a fait le bon choix là? Non. Réponse B. Question numéro 17. À cette intersection, je m'arrête. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je suis prioritaire. Réponse C. Je cède le passage à droite. Réponse D. Alors là, on pourrait se dire que le feu est orange et qu'il va passer au rouge, d'accord? Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le feu était clignotant. Regardez, si on revient en arrière, vous avez vu, le feu est clignotant. Derrière, on ne me colle pas non plus aux fesses, donc tout va bien. Donc le feu était clignotant. Ça veut dire quoi quand il est clignotant à la place du orange? Il ne va pas passer rouge en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est une intersection où on doit passer avec prudence et on doit regarder la signalisation. Qu'est-ce que nous dit la signalisation? Là, ici, on voit un panneau qui nous dit route à caractère prioritaire. Ça veut dire que sur toute cette route-là, je suis prioritaire si je continue sur cette route-là. D'accord? La preuve, c'est que sur le côté, là, ici, on voit aussi un panneau céder le passage. D'accord? Donc, vous avez bien un céder le passage qui est sur la droite. Donc, je suis prioritaire. Est-ce que j'ai à m'arrêter? Non, puisqu'il est uniquement clignotant. Hein. Je vous ai dit qu'il n'allait pas passer au rouge. Donc là, je ne m'arrête pas, mais je vais ralentir. D'accord? Tout en passant, je vais ralentir. Pourquoi? Parce que s'il clignote, ça veut dire que on doit passer en toute prudence, on doit ralentir un petit peu. Donc, je ralentis et je passe. Réponse B. Je suis prioritaire? Oui. Avec ce panneau-là, on voit qu'on est prioritaire. Donc, oui, réponse C. Donc, B et C. Est-ce que je cède le passage à droite? Non. À droite, ils ont un cédé le passage. Donc, c'est réponse B et C. Question numéro 18. Parmi les tués, les piétons surreprésentés sont les personnes âgées, réponse A, les enfants, réponse B. Alors c'est vrai qu'un enfant c'est dangereux sur la route, ça on le sait automatiquement, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concentrés, ils n'ont pas conscience des dangers non plus, hein, et en plus ils ont du mal par rapport à nous à évaluer les vitesses et les distances. Mais ils sont quand même assez rarement tout seuls sur la route, souvent ils sont accompagnés d'un parent, ce qui limite quand même le risque. Par contre, les personnes âgées là, bah, elles sont souvent seules sur la route, hein. Vous avez remarqué, elles se promènent souvent toutes seules sur la route, enfin sur le trottoir mais aussi sur la route. Et donc elles sont rarement accompagnées. Et alors le problème des personnes âgées, c'est qu'elles entendent moins bien et elles voient moins bien aussi. Donc, et leur faculté de déplacement, c'est-à-dire leur rapidité de déplacement, elle est assez lente quand même. Ils ont du mal à se déplacer rapidement. Donc en fait, s'ils ont fait une mauvaise évaluation, ils pensaient avoir le temps d'arriver, et puis ils se sont engagés et ils se rendent compte que bah, c'est un peu trop tard, ils n'arriveront pas à presser leurs pas ou à courir pour éviter l'accident non plus. En plus de ça, il est possible carrément qu'ils ne vous aient même pas entendu arriver. Du coup, les personnes âgées représentent plus de la moitié des tués. Donc c'était réponse A. Question 19. Comme le système de surveillance d'angle mort n'indique rien, j'ouvre la portière sans précaution supplémentaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que le système de surveillance d'angle mort? Eh bien, des fois, vous avez, ou ça peut être dans le montant de la portière aussi, mais souvent ici, à ce niveau-là, vous avez un petit symbole qui vous signale que vous avez quelqu'un dans l'angle mort, un petit voyant rouge qui se met dans votre rétroviseur,
ou au niveau du montant de la portière. D'accord? Mais attention, ça ne détecte pas tous ces voyants-là. Il suffit qu'il y ait un piéton qui arrive plus sur le côté, là, et ça ne va pas être détecté. D'accord? Donc, dans tous les cas, ça ne suffit pas. Il faut quand même se retourner pour regarder soi-même. D'accord? Donc, je n'ouvre pas la portière sans précaution. Donc, la question, c'était comme le système de surveillance d'angle mort n'indique rien, j'ouvre la portière sans précaution supplémentaire. Non, je dois faire quand même un contrôle en vision directe. Donc, réponse B. Question numéro 20. Cette commande permet d'ouvrir le capot moteur, réponse A, le coffre, réponse B, la trappe à carburant, réponse C. Alors, on voit bien ici le capot du moteur. Donc c'est bien, on tire dessus et c'est bien pour ouvrir le capot moteur. Le symbole pour la trappe à carburant, c'est celui-ci. Et puis le symbole pour ouvrir le coffre, c'est celui-là. Ça vous permettra de mémoriser les différents symboles et de ne pas vous tromper. Donc là, c'était le capot moteur, réponse A. Question 21. Je dois être prêt à m'arrêter à l'intersection numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, vous avez vu, vous avez une même image. Vous arrivez sur une intersection, là, avec une intersection qui est un peu plus loin. Et puis, une signalisation qui vous annonce quelle est la règle de priorité de passage au niveau de l'intersection. Ici, on nous annonce que c'est une priorité à droite. Donc, je devrais laisser passer ceux qui viennent de droite. D'accord? Obligatoirement. Ici, on me dit que je suis sur une intersection où je suis, vous avez vu, j'ai le gros trait par rapport aux petits traits qui sont sur les côtés. Donc, si je continue tout droit, là, on ne voit pas la route d'en face, mais si je continue tout droit, je suis prioritaire. D'accord? Donc là, c'est une priorité à droite. Et là, je suis prioritaire. Donc, on peut se dire que priorité à droite, là, je me tiens prêt à m'arrêter à l'intersection. D'accord? Parce que s'il y a une voiture qui arrive, je dois la laisser passer. La photo numéro 1, oui. Là, on me dit que je suis prioritaire à cette intersection, mais regardez le contexte. Qu'est-ce qui se passe? On a de la neige un peu partout, on n'a pas de visibilité sur ceux qui viennent de droite, et en plus de ça, vous avez vu l'état du sol, il a l'air verglacé. Donc il y a un fort risque que la personne qui va arriver là, qui aura soit un stop, soit un cédé de passage, je ne sais pas, peut-être qu'elle va glisser à l'intersection, d'accord, et se retrouver, moi, quand je vais vouloir passer, si elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle glisse, on va finir par se taper, d'accord? Et moi, j'aurai pas de quoi freiner en urgence non plus, parce que vous avez vu l'état du sol. Donc, dans ce contexte-là, quand on est sur une route avec cet état d'enneigement-là, je m'apprête toujours à m'arrêter quand je vois un véhicule qui arrive sur le côté, au cas où il perd de la maîtrise de son véhicule, d'accord? Donc là, c'était oui aux deux, du coup. Je m'apprête à m'arrêter à l'intersection, oui, parce que là, c'est une priorité à droite. À la numéro 2 aussi, parce que c'est pas une priorité à droite, mais s'il glisse à l'intersection, c'est pour éviter l'accident uniquement. Donc réponse A et C. Question numéro 22. Je circule en feu de croisement, réponse A, en feu de route, réponse B. Ils sont adaptés à la situation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, ce symbole-là, ce sont les feux de croisement qui sont allumés, à ne pas confondre avec les feux de route comme ceux-là, qui sont en bleu.
Donc, je circule en feu de croisement. Oui, réponse A. Ils sont adaptés à la situation. Oui, puisque j'ai du monde en face, de toute manière. Donc là, à partir du moment où il fait nuit et que j'ai du monde en face, d'accord, je roule en feu de croisement. Donc c'était réponse A et C. Question numéro 23. Je passe le premier, réponse A, ou je laisse passer la voiture bleue, réponse B. Alors, ici, on passe le premier. Souvent, vous avez tendance à vous tromper. Quand c'est carré, c'est à moi de passer. Vous avez vu de l'autre côté, c'est rond. D'accord? Et puis, il faut voir le sens de la flèche. Alors, si je ramène ce panneau-là au sol, donc vous avez le panneau carré. D'accord? Voilà. Avec la flèche blanche qui est dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, vous avez la flèche rouge. D'accord? Bon, alors moi, mon sens de circulation, il est bien dans ce sens-là, d'accord? Donc c'est moi qui ai la flèche blanche. Ceux qui arrivent d'en face, ils arrivent dans ce sens-là. Donc c'est eux qui ont la flèche rouge. Et le rouge, bah, vous pouvez le considérer un peu comme un feu rouge, si vous voulez, d'accord? Dans votre tête, hein? C'est pas un feu rouge pour de vrai, vous l'imaginez, d'accord? Donc moi, j'arrive, je suis sur la flèche blanche, donc je suis prioritaire par rapport à celle d'en face, d'accord? Comme celle d'en face, elle n'est pas non plus déjà engagée sur ce rétrécissement-là, je n'ai pas à la laisser terminer, d'accord? Donc c'est à moi de passer. Donc je passe le premier, oui, réponse A. Question numéro 24. Je le dépasse par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on peut supposer qu'on est dans un carrefour à sens giratoire. On le voit aussi avec cette signalisation qui est ici. Et puis on voit que ça tourne comme ça. Ensuite, on voit que ce tracteur-là, bah, qu'est-ce qu'il a? Il a mis son clignotant à droite. En plus de son gyrophare, ne confondez pas, hein. Là, c'est le clignotant à droite. Donc, on peut supposer qu'il va vouloir sortir. OK? Si moi, je passe à sa droite, ça va être l'accident. D'accord? On ne dépasse pas par la droite de toute manière. Sauf s'il avait à tourner à gauche, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais là, non. Il a mis son clignotant à droite. C'est peut-être pour sortir ici. Donc, je ne dépasse pas par la droite. Réponse B. Question numéro 25. Dans ce tunnel, je devrais laisser une distance de sécurité de 70 mètres minimum si je roule à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en fait, bah, c'est ce panneau-là, hein, qui nous importe beaucoup, hein, d'accord? Celui-ci qu'on doit regarder. Là, on nous dit qu'on doit avoir un intervalle minimum de 70 mètres entre le devant de ma voiture et le derrière de celui qui est devant, hein, d'ailleurs le derrière de l'autre, d'accord? Cette règle-là, elle est à la fois quand je circule, mais aussi à la fois à l'arrêt. Que je sois à n'importe quelle allure, que je roule ou que je roule pas, que je roule vite ou que je roule lentement, je dois respecter obligatoirement les 70 mètres d'intervalle entre les deux voitures. D'accord? Donc, que je sois à 70 km/h ou que je sois à 90 km/h, la distance de sécurité doit être obligatoirement de 70 mètres dans tous les cas. Donc c'était oui aux deux, réponse A et réponse C. Question 26. Je circule à 80 km/h et je tracte une remorque. Je dois revenir dans la voie de droite si mon ensemble mesure 6 mètres de long. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si mon ensemble mesure 8 mètres de long. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, vous avez vu, je circule sur cette voie-là, et il y a une voie à droite qui est libre, d'accord? Qu'est-ce qui me sépare entre les deux voies? Vous avez ici un marquage qui est super large par rapport à un marquage normal. Vous avez vu la largeur? Hein, c'est beaucoup plus large, d'accord? Et les pointillés sont resserrés, sont rapprochés. Donc c'est large et rapproché. Donc là, on peut voir que c'est une voie pour véhicules lents, d'accord? La règle pour la voie des véhicules lents, c'est que si je circule à 60 km/h, d'accord, ou moins, eh bien, je dois l'utiliser. OK? Là, je circule à 80 km/h. Donc, je n'ai pas à utiliser cette voie pour véhicule lent. Que j'ai un ensemble de plus de 6 mètres ou de plus de 8 mètres de long, peu importe, je n'ai pas à utiliser cette voie-là. Elle ne me concerne pas parce que je roule au-dessus de 60 km/h. Hein, c'est bien indiqué 80. Donc, c'était réponse B et D. Question 27. Ce véhicule est prêt à partir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il a bien dégagé les vitres. Toutes les vitres d'ailleurs sont bien dégagées, donc il a une bonne visibilité autour de lui. Par contre, il y a un danger, c'est celui-ci. Là, la neige qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand il va chauffer son intérieur de voiture, son habitacle, eh ben, ça va réchauffer la neige là qui est en surface. Donc, quand il va rouler, la neige va fondre et aura tendance à redescendre sur le pare-brise. Et du coup, si la neige là glisse tout doucement sur le pare-brise, ou en freinant même un peu, hein, ça risque de lui enlever toute la visibilité parce qu'il ne verra plus rien, il aura de la neige à la place. D'accord? Après, il y a un autre danger, c'est pour les voitures qui sont derrière. Quand il va rouler, vous savez qu'il y a le vent qui va souffler la voiture, hein, il y a la résistance au vent. Et donc le vent va arriver là, dans le tas de neige, et du coup la neige, elle risque de tomber en arrière, sur le véhicule qui est derrière. Je peux vous mettre une petite vidéo si je la retrouve. Je vous mets la petite vidéo dans le coin pour que vous puissiez voir ce qui se passe quand on est derrière et qu'on se tape un gros tas de neige. C'est dangereux. Donc là, c'était réponse B, il n'est pas prêt à partir, il faut enlever tout ce tas de neige. Question 28. Abaisser sa vitesse de 10 km/h permet de réduire le temps de réaction. Réponse A. Une économie de carburant. Réponse B. Une diminution de la vigilance. Réponse C. Une réduction de la pollution sonore. Réponse D. Alors, est-ce que le fait de baisser sa vitesse de 10 km/h permet de réduire le temps de réaction? Alors, le temps de réaction, que vous rouliez à 50 km/h ou à 60 km/h ou à 70, c'est pareil. Il est toujours en moyenne à peu près de 1 seconde, le temps de réaction. D'accord? Il varie pas, lui. La distance que vous allez parcourir pendant le temps de réaction, lui, va changer. Parce que si vous roulez plus vite, vous ferez plus de distance pendant ce temps de réaction. Mais le temps de réaction, la durée, elle est toujours à peu près d'1 seconde. C'est la même. Donc c'est pas la A. Est-ce que ça fait des économies de carburant? Bah oui, puisque le moteur fait moins d'efforts pour faire rouler la voiture, puisqu'on roule moins vite, donc on consomme moins de carburant. Est-ce que ça diminue la vigilance? Non, ça diminue pas la vigilance. Est-ce que ça réduit la pollution sonore? Eh bien oui, comme on roule moins vite, la voiture fait moins de bruit aussi. Donc c'était réponse B et D. Question 29. Un conducteur novice est en infraction si son taux d'alcool atteint 0,10 g par litre de sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. 0,20 g par litre de sang. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc là, on nous parle d'un conducteur novice, d'accord? Donc jeune conducteur. À quel moment il est en infraction? Eh bien, c'est quand il a un taux qui atteint 0,2 g par litre de sang, d'accord? Et pas 0,10. Donc pour 0,10, c'était non. Et pour 0,8, c'était oui. Donc réponse B et C. Question 30. Cette commande permet de faire fonctionner le lave-glace, réponse A, les clignotants, réponse B, les feux de brouillard avant, réponse C. Alors, non, le liquide lave-glace, c'est ce symbole-là, d'accord? Les feux de brouillard avant, bah, c'est ce symbole-là que vous n'avez pas non plus. Là, ce sont les clignotants. C'est ce symbole-là, là. Là, ça, c'est les clignotants, d'accord? Gauche et droite. Donc, c'était réponse B. Question 31. En intervention, ce véhicule d'intérêt général est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut lui faciliter le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on nous précise en intervention, d'accord? Ce véhicule-là, est-ce qu'il est prioritaire quand il est en intervention? Alors là, c'est un véhicule, vous savez, d'entretien d'urgence pour tout ce qui est les infrastructures électriques, d'accord? Donc EDF, Enedis, enfin pour pas faire de pub, voilà, c'est pour tout ce qui est éclairage, entre autres, ou électricité. Donc quand il est en mission, c'est-à-dire quand il utilise ses avertisseurs sonores et lumineux, donc sonore, bah, ça va être la sirène à 3 tons, et lumineux, c'est le gyrophare. Dans ce cas-là, il bénéficie d'une facilité de passage. Par contre, il doit quand même, lui, respecter toutes les règles de priorité aux intersections. D'accord? Donc il ne faut pas le confondre avec les véhicules prioritaires, hein, qui sont bah, la gendarmerie, la police, le SAMU. Ceux-là, ce sont des véhicules d'intervention d'urgence. Ok? Ceux-là, ce sont des véhicules prioritaires. Lui, on doit juste lui faciliter le passage. Ok? Donc, en intervention, ce véhicule d'intérêt général est prioritaire. Non, il n'est pas prioritaire, contrairement par exemple à la police ou à la gendarmerie. Est-ce qu'il faut lui faciliter le passage? Oui. Donc c'était réponse B et C. Question 32. Je peux circuler avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Alors, normalement, quand on est en agglomération avec des éclairages, vous voyez les lampadaires qui sont allumés là, d'accord? Quand il y a de l'éclairage, je peux circuler soit en feu de position, soit en feu de croisement. Mais il y a une donnée à prendre en compte, c'est que là, il pleut. Vous avez vu, il pleut. Donc, comme il pleut, je dois rouler en feu de croisement uniquement. Donc, réponse B. Question 33. Pour aller au port de Rouen, je m'insère devant les camionnettes, réponse A, entre les camionnettes, réponse B, derrière les camionnettes, réponse C. Donc, port de Rouen, c'est ici, ce qui veut dire que je dois prendre cette voie-là. Je dois changer de voie. Pour aller dans la voie droite, on peut voir d'ailleurs que c'est une voie d'entrecroisement. Je vous apprends un terme que vous devez savoir aussi après. Donc l'entrecroisement, c'est quoi? C'est que c'est à la fois
une voie d'insertion. Donc, il y en a qui vont arriver de derrière, vous avez vu, et lui, comme lui derrière, il va s'insérer sur la 2 fois 2 voies, d'accord? Mais c'est aussi une sortie. Donc, je vais sortir par là pour pouvoir aller, soit une sortie ou une bifurcation, ça va dépendre du lieu, hein, mais l'entrecroisement aussi, c'est pour pouvoir changer de direction aussi. Donc, je vais utiliser cette voie-là pour ralentir et pour pouvoir utiliser soit la sortie, soit la bifurcation. D'accord? Ça s'appelle une voie d'entrecroisement. C'est pour ça qu'on voit ce véhicule-là qui a son clignotant à droite, parce que lui, peut-être qu'il vient de derrière, mais qu'il va vouloir aller à droite, ou peut-être qu'il s'est déjà, plutôt, peut-être qu'il s'est déjà mis dans cette voie-là, d'accord? Et qu'on voit ce véhicule bleu-là, qui vient certainement de cet axe-là, et qui va vouloir, lui, aller en direction de Orléans, de changer de voie, d'accord? Alors, si je décide de passer devant la camionnette bleue, il va falloir en plus de ça un certain temps parce qu'elle est assez loin devant moi. Donc là, j'aurai peut-être plus la distance nécessaire pour le faire et si je le fais, je risque de lui couper le nez parce qu'elle va aller de plus en plus vite et moi, je risque de passer devant elle sans distance de sécurité. D'accord? Ça sera trop faible, les distances de sécurité, donc trop dangereux. M'insérer entre les camionnettes, c'est trop dangereux aussi parce que là, il n'y a presque pas de distance d'intervalle entre les deux. Donc, si je me mets entre les deux, l'intervalle de sécurité ici ne sera pas suffisant du tout. Le mieux, c'est de lâcher un petit peu l'allure et de m'insérer derrière cette camionnette avec une distance de sécurité qui sera suffisante. Donc, je m'insère derrière les camionnettes. Réponse C. Question 34. Déplacer un blessé est interdit quel que soit le cas. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est vrai qu'en règle générale, on vous conseille toujours de déplacer un blessé, d'accord? Mais il y a des situations particulières. Je vous en donne deux par exemple, trois même. Euh, la voiture est en train de prendre feu. Alors là, vous n'allez pas le laisser brûler vif, même s'il est blessé, même s'il y a des risques pour sa colonne vertébrale. Entre une paralysée et brûler vif dans la voiture, il n'y a pas photo, vous allez le sortir, d'accord? L'autre cas, c'est que si vous voyez qu'il y a des véhicules qui vont pas réussir à s'arrêter à temps pour éviter l'accident, pour éviter le suraccident, si c'est trop dangereux, on va évacuer aussi la personne qui est soit dans la voiture, soit au sol sur la route, d'accord? Ou alors par exemple une personne qui est au sol et la voiture risque de basculer sur lui, par exemple. Donc il ne faudrait pas qu'il se fasse écraser par la voiture qui risque de basculer. L'autre cas de figure aussi, c'est par exemple la voiture qui est dans l'eau, à moitié dans l'eau, et qui va couler dans quelques instants. Là, il faut sortir le blessé aussi. Donc, c'est pas quel que soit le cas. Il y a certains cas où il vaut mieux déplacer le blessé. D'accord? Donc, c'était réponse B. Question 35. Je désactive le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un régulateur de vitesse, c'est bien, mais dès qu'il y a un danger possible, d'accord, il vaut mieux dans ce cas-là désactiver le régulateur. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cycliste qui circule et avec une visibilité en face qui n'est pas top, donc on ne sait pas trop si quelqu'un va arriver en face. Ici, vous voyez, comme je m'approche du cycliste, il vaut mieux que je ralentisse à son approche pour être prêt à intervenir sur les pédales au cas où aussi, si la situation tourne mal. Donc, il vaut mieux désactiver le régulateur. Donc, c'était réponse A. Question 36. À l'intersection annoncée, je tourne à droite. Je devrais m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage? À droite? Réponse C. À gauche? Réponse D.
Alors ici, vous voyez, vous avez le panneau céder le passage et avec un panneau en dessous. Celui-ci est important à avoir. On nous annonce un stop. Donc, qui dit stop dit que je devrais m'arrêter. Je vais rencontrer un panneau stop dans 150 mètres. Donc, je devrais m'arrêter. Oui, réponse A. Est-ce que je devrais céder le passage à droite ou à gauche ou les deux? Là, un stop ou un céder le passage. Donc là, en règle générale, la plupart du temps, c'est une intersection comme ça que vous avez. OK. Ici, là, vous avez le stop. Tac, tac, tac. Le stop, je le dessine très vite parce que avec la bande de stop. Voilà. Il faudra que vous laissiez passer ceux qui sont de ce côté-là et ceux qui sont de ce côté-là. D'accord? Obligatoirement des deux côtés. Donc, c'était réponse C et D. Donc, réponse A, C, D. Question 37. Je dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne brièvement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on a 3 cyclistes sur la chaussée. Ici, vous avez vu, on a un rétrécissement qui est là. Hein, donc, j'aurai pas beaucoup. En plus de ça, il y a un stop, un passage à niveau. Donc, ça fait beaucoup de choses à surveiller. Plus celui qui est assez proche derrière. Si je le dépasse, je vais m'écarter. D'accord? Mais à cause de ce rétrécissement-là, je vais être obligé de me rabattre brutalement pour pouvoir ensuite continuer ma route. Et là, je n'aurai pas les distances de sécurité nécessaires entre moi qui dépasse et le lot de vélos qui arrive là. Ça sera trop juste. Donc là, est-ce que je dépasse immédiatement? Non. Réponse B. Est-ce que je klaxonne brièvement? C'est inutile de klaxonner ici. Il suffit que je patiente en ralentissant et en laissant un intervalle de sécurité entre eux et moi. Klaxonner ici n'apportera rien puisque de toute manière, il va falloir que je patiente derrière. Et c'est pas un danger immédiat parce que vous avez vu, on est en agglomération, donc je peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat. C'est pas un danger immédiat, là c'est juste à moi de ralentir et de respecter mes distances de sécurité. Donc c'est réponse B et D. Question 38. La classification des vignettes critères se fait en fonction du type de véhicule, réponse A, du contrôle technique, réponse B, de l'âge du véhicule, réponse C, de l'énergie utilisée, réponse D. Alors, vous avez vu, en fait, il y a 3 vignettes possibles. Ça va de la vignette 0, on va dire, verte, à la vignette 5. Et plus on va dans ce sens-là, plus on va vers la 5, moins le véhicule est écologique et économique. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vous montre un petit peu en fonction de quoi c'est classé, la classification. Vous avez tout ce qui est vert, c'est en règle générale tous les véhicules qui sont électriques ou hydrogène. D'accord? Ensuite, le critère 1, c'est les véhicules à gaz ou les véhicules hybrides rechargeables. Et vous avez vu la classe. Et puis là, on va au fur et à mesure en fonction des voitures, leur consommation, leur pollution, et surtout en fonction de l'âge du véhicule. Vous avez remarqué, là, c'est classé par âge. D'accord? C'est classé par type de véhicule, donc les 2 roues, tricycle, quadricycle à moteur, ou alors les voitures, les véhicules utilitaires légers, donc moins de 3,5 tonnes, et ensuite tout ce qui est poids lourd, autobus, autocar. D'accord? Après, c'est classé aussi en fonction de si c'est diesel, essence, ou alors on a vu aussi au-dessus, véhicule à gaz ou hybride, ou alors électrique, hydrogène. D'accord? Voilà, donc si on revient à cette question-là, la classification se fait en fonction du type de véhicule. Oui, on a vu que c'était en fonction du type. Donc soit les 2 roues, soit les voitures, soit les poids lourds. On a vu tout ça à l'instant. En fonction du contrôle technique, non, ça n'a pas d'incidence. En fonction de l'âge de la voiture, on l'a vu aussi, c'était pris en compte. Et en fonction de l'énergie utilisée, oui, on avait vu en fonction si c'est un véhicule électrique, à hydrogène, essence, diesel, toutes ces possibilités-là.
Donc c'était réponse A, C et D. Question 39. Le remplissage de l'huile moteur se fait dans l'orifice A, réponse A, B, réponse B. Alors ici vous avez deux types de bouchons. Alors il y en a un, on l'a vu tout à l'heure, vous savez c'est la petite jauge, on tire la petite tige qui est métallique pour voir le niveau d'huile moteur. Si je n'en ai pas suffisamment, je vais remplir ici, ça c'est le bouchon, je l'ouvre et je mets l'huile à ce niveau-là. Donc le remplissage de l'huile moteur se fait dans l'orifice B. Question 40. Je circule à la bonne allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on peut voir qu'on est sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que l'aire de repos, là, ici, il est bleu. D'accord? Confirmation, il y a le panneau 130 km/h. Mais à la limite, même s'il n'y avait pas eu ce panneau-là, vous devez savoir qu'on est sur l'autoroute. Donc, en règle générale, par temps sec, la limitation de vitesse, elle est à 130 km/h. Par contre, ici, on constate qu'il pleut. On le voit bien devant, on le voit bien dans le rétroviseur. Donc, à partir du moment où il y a une mauvaise météo, on passe de 130 km/h à 110 km/h. Ok? Là, on n'a plus qu'à regarder notre compteur. On nous dit qu'on roule à 130 km/h, ce qui est bien trop rapide. Je dois donc réduire mon allure. Donc, est-ce que je circule à la bonne allure? Non. Réponse B. Alors, j'espère que mes explications vous ont plu. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent les petites astuces gratuites, vous savez, pour rester motivé et puis pour éviter de refaire tout le temps les mêmes erreurs, je vous donne une petite méthode de travail pour progresser et puis progresser plus rapidement et bien rester motivé aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description ou en commentaire, je vous mets le lien dessus. Vous aurez juste une petite adresse mail à me donner et comme ça, je peux vous envoyer toutes les informations. Ensuite, n'hésitez pas, si ça vous a plu et puis pour soutenir la chaîne, mettez-moi un petit pouce like. Moi, ça me fera très plaisir de voir ça, surtout que je vous suis. J'essaie de voir tous vos commentaires. C'est pas facile parce que j'en ai de plus en plus. Mais bon, j'essaye de tous les lire et d'y répondre aussi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos suivantes. Et je vous souhaite un bon courage, bon entraînement et restez motivés.